Bonsoir et bienvenue de retour sur le plateau des studios de la rédaction de Mediapart, les nouveaux studios, pour une soirée consacrée aux municipales qui viennent. Et avant de dérouler avec une pléiade d'invités, tous plus intéressants les uns que les autres, les expériences un peu de ce que pourrait être un municipalisme du 21e siècle, nous voulions commencer cette soirée en faisant un focus sur ceux qui vont raconter ces municipales dans un contexte de crise de la presse régionale. Il nous paraissait utile d'apporter un éclairage sur ce qui faisait aujourd'hui la nouvelle presse régionale, de la même façon que Mediapart, il y a 11 ans maintenant, a essayé de perturber un écosystème en crise économique et en crise de l'offre éditoriale. Il nous a semblé intéressant ce soir de pouvoir donner la parole à nos partenaires qui font vivre des pure players, nos cousins de province, comme on dit en s'amusant, et avec qui nous partageons des engagements dans un contexte de presse, je le disais, qui est tout aussi dramatique qu'au niveau national. Au début de l'été, nos partenaires de Médiacité ont publié un article que nous avons repris dans nos colonnes sur l'état de la presse régionale intitulé « La grande hémorragie ». Ou avec quelques chiffres éloquents que je vous donne en guise d'introduction de cette soirée, puisque en 10 ans, il y a près de 108 agences locales de PQR, c'est-à-dire les rédactions situées dans les villes, qui ont disparu, et pas des moindres, des villes comme Auch, comme Limoges, comme Brive, et j'en passe. Tout ça adossé également à une ultra-concentration économique, le groupe emblématique étant le groupe EBRA, adossé au Crédit Mutuel, qui a fait main basse sur à peu près tout l'Est de la France, puisqu'ils sont en situation de monopole dans 21 départements sur 23. Et aujourd'hui, seulement 17 départements de France métropolitaine connaissent le pluralisme de la presse, c'est-à-dire au moins 2 quotidiens locaux d'information. Dans cet état un peu inquiétant en termes démocratiques, et alors que nous sommes à quelques mois du scrutin municipal qui auront lieu en mars prochain, eh bien, il y a des initiatives qui résistent à la déprime envahissante. Ils refusent la publicité, ils refusent les subventions, ils ont considéré que l'information avait un coût et qu'il fallait la produire de façon professionnelle, en s'intéressant à des sujets un peu trop oublié aujourd'hui dans la presse quotidienne régionale, la PQR, ce terme va sans doute être employé plusieurs fois, donc je vous le donne tout de suite, PQR, presse quotidienne régionale. Il traite d'affaires de corruption, de transparence, d'environnement, de racisme, de violences sexuelles, des sujets qui nous parlent à nous aussi, et depuis le début, on les accompagne avec toute la bienveillance possible, et on travaille déjà régulièrement ensemble, on coproduit des enquêtes, on s'échange des informations, et on va continuer encore plus pour couvrir ces municipales. Pour parler de cette nouvelle résistance de presse dans le marasme ambiant, j'ai la joie d'accueillir Lisa Castelli. Bonsoir. Lisa Castelli de Mars Actu, qui laboure le terrain de l'indépendance médiatique marseillaise depuis 2010. C'est ça. Qui a été racheté par ces journalistes en 2015, voilà. Et qui, depuis, s'impose, et fait plus que s'imposer dans le paysage phocéen. Ouais, nous allons en reparler. On essaie. À ses côtés, Emmanuel Sanson. Alors lui, c'est le petit dernier de la bande, puisqu'il vient de créer, avec Gilles Triolier, le pure player, le Poulpe, site internet d'investigation normande, basé à Rouen, mais qui couvre toute l'actualité de la Normandie. C'est ça. À ses côtés, Benjamin Théoul. Bonsoir. Qui a fondé le DOC. Alors c'était en février 2017 qu'il dirige et qui, pareil, ne cesse de se distinguer aujourd'hui à Montpellier et ses alentours et qui arrive à faire turbuler un peu un système qui a connu pendant assez longtemps la présence du fraîchisme et de sa relation toute particulière à l'indépendance de la presse. Et ses héritiers sont toujours là, mais le DOC essaye de contrer un petit peu ce genre les pratiques un petit peu autoritaristes qu'il peut y avoir en matière de presse de la part du milieu politique local. Et enfin, à ses côtés, on ne le présente plus, on l'a déjà reçu plusieurs fois, Jacques Trantezo, qui est le fondateur de Médiacité. Alors Médiacité qui est maintenant, qui s'est créée fin 2017 à Lille, qui depuis s'est étendue pendant toute l'année 2018 à Nantes, Lyon et Toulouse, et qui essaie pareil d'imposer un modèle
d'investigation et d'enquête au niveau local et qui parvient à sortir de très belles affaires. On peut les voir quand on reprend certains articles dans Mediapart et y compris quand on coproduit nous-mêmes. On a pu travailler ensemble sur Football Leaks notamment ou sur GL Events à Lyon, Football Leaks à Lille. Et c'est un vrai plaisir, je tiens à le redire, de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et qu'on puisse continuer à essayer de faire vivre et de développer la fibre de la presse indépendante. Dans ce marasme général que je décrivais, c'est facile, comment ça va, comment ça se passe et comment on arrive à incarner une presse différente au niveau local, Lisa, à Mars Actu. Alors, à Marseille, comment ça va? Ça va pas trop mal pour Mars Actu. On en est donc, comme tu le disais, à quasiment la 4e année après la reprise par les journalistes. Donc, on est sur un modèle indépendant, sans pub. Les journalistes sont propriétaires, actionnaires majoritaires du journal. Et donc, on vient de passer le cap des 3700 abonnés, ce qui est pas mal. On s'approche de l'équilibre. C'est notre objectif pour l'année prochaine. Donc, forcément, l'échéance 2020 est importante. Voilà, on essaie de faire vivre un journal indépendant qui soit à la fois un journal local et en même temps un journal d'investigation, puisque c'est notre principe de travail au quotidien et ça ne nous empêche pas de publier tous les jours notre lettre quotidienne et notre édition quotidienne d'informations locales et de qualité. On essaye de se démarquer. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Nos articles sont repris, font référence, titillent la presse locale traditionnelle, la PQR. Et on voit qu'on arrive à lancer des dynamiques, à sortir des affaires, à être pris et qu'on peut devenir référence du débat public au niveau local. Et donc c'est plutôt encourageant en ce moment, même s'il y a encore beaucoup de boulot pour arriver à en vivre complètement et à s'imposer et à être pris au sérieux par vraiment tout le monde. Jacques, vous, c'est un modèle encore plus ambitieux parce qu'on est carrément présent sur 4 villes en même temps. L'idée, c'est de faire un réseau de sites d'investigation locale. Du coup, j'ai quand même envie de revenir sur l'enquête à laquelle tu faisais allusion, parce que c'est grave ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu dis que 108 agences locales ont disparu en 10 ans, ça veut dire que le maillage du territoire par les journalistes est de plus en plus faible, comme si le filet avait des trous de plus en plus grands. Alors on n'en est pas encore à la situation des États-Unis, qui connaissent des déserts médiatiques. J'espère qu'on n'y arrivera jamais. Parce qu'aux États-Unis, ils ont constaté l'impact que ça a. Quand il y a moins de journalistes, il y a un impact. Il n'y en a peut-être pas un impact pour les gens qui nous regardent dans la vie de tous les jours, ils ne le perçoivent pas. Mais il y a un impact. Et aux États-Unis, ils ont une recherche intéressante sur le monde médiatique. Ils ont des grandes universités et ils ont mesuré l'impact des déserts médiatiques. Et là, ils ont vu qu'il y avait un impact direct sur la façon dont les gens votaient. Il y avait une sorte de polarisation des votes quand il n'y a plus de journal local. Et il y avait aussi une sorte d'uniformité entre le vote local et le vote national. Et parfois, il y avait aussi un constat de dérives budgétaires plus grandes, parfois de catastrophes écologiques plus grandes, quand il n'y a plus d'experts locaux des questions environnementales ou de journal local qui surveille, qui fait le job de vigie démocratique. Donc vous voyez qu'il y a des incidences directes sur la démocratie, sur la façon dont la démocratie fonctionne. C'est pour ça que nous, on s'est lancé comme nos camarades pour essayer de compenser cette carence, pour créer ou défendre le pluralisme qui est mal en point, tu l'as rappelé tout à l'heure, et parce qu'il faut de l'enquête, et il faut de l'enquête aussi dans les grandes villes et partout, et pas uniquement à Paris, parce que la presse va tellement mal qu'elle a eu tendance à se recroqueviller sur Paris. La presse nationale est très parisienne. Donc il faut absolument contrer, parce que Paris n'est pas la France, et je pense qu'on peut trouver un public par abonnement dans les grandes villes de gens qui disent « mais moi j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ma ville ». Parce que dans toutes les villes, et on le sait, il y a un phénomène d'entre-soi naturel, et ce n'est pas sain pour la démocratie, donc il faut des vigies, et il faut que nous, journalistes, on donne notre part pour contrôler, pour opérer ce rôle de contre-pouvoir démocratique, en quelque sorte. Aujourd'hui, Médiacité... Alors aujourd'hui, Médiacité, c'est encore une toute jeune entreprise, donc on n'est pas encore à l'équilibre, on est à peu près au milieu du parcours. Ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique
Donc les chiffres sont encore faibles, mais on est en croissance et en croissance de plus en plus régulière. Là, on est en pleine campagne d'abonnement et d'abonnement de soutien. Donc allez voir mediacité.fr comme les autres sites autour de la table. Parce qu'il y a un vrai enjeu. C'est-à-dire si vous croyez à la démocratie, si vous avez envie de défendre un contre-pouvoir démocratique, si vous avez envie qu'il y a des infos exclusives qui sortent et des infos indépendantes, parce qu'on a tous choisi le même modèle, c'est quand même intéressant. Zéro pub. Un actionnariat où on a mis de nos économies dedans. Hein, et on se paye très peu. C'est le SMIC. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Moi, j'ai quitté un poste en or pour gagner le SMIC. D'accord ? Donc, je ferme la parenthèse, je ne suis pas là pour parler de moi. Mais c'est-à-dire que nous, on y croit. Donc, il faut maintenant que le public réponde présent. Ouais, et ne pas connaître l'expérience d'autres partenaires qu'on salue au passage, comme Dijon Scope ou le télescope d'Amiens, qui, au début des années 2010, ont aussi tenté l'aventure du pure player indépendant et qui, faute d'abonnés, et sans doute peut-être sur des bassins peut-être trop petits, Dijon ou Amiens, on n'a pas réussi, hélas, à transformer l'essai. Benjamin, comment ça se passe à Montpellier ? Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans maintenant ? 2 ans et demi, oui. 2 ans et demi. L'aventure, elle est terriblement exaltante, mais elle est aussi très dure. Il faut être très honnête. On parlait un petit peu de rémunération. Je me suis rémunéré pour la première fois sur cet exercice 2019. Voilà. Mais ça vaut vraiment la peine parce que je ne veux pas parler à la place de mes confrères, mais nous sommes aujourd'hui avec le statut de chef d'entreprise. Or, nous étions foncièrement journalistes et nous le sommes toujours. Ce n'était pas forcément notre vocation à découvrir tout ça, tous ces mécanismes. Je les ai appris et nous les avons appris comme ça, mais avec une réelle volonté, faire vivre la presse indépendante dans un souci d'intérêt public au niveau local. Parce que même si les gens, les Français sont conscients de toutes les difficultés de la presse au niveau national, il y a parfois un décalage de perception sur l'état de la presse au niveau local. Mais c'est terrible, peut-être que les difficultés sont encore plus amplifiées au niveau local parce que les titres de presse dépendent énormément des mêmes subventions qui se résument à des mairies importantes, des métropoles, conseils régionaux, conseils départementaux, Publicité etc. institutionnelle et les annonces classées. Le climat est complètement sclérosé. Du coup, il y a un décalage entre ce que vit un habitant en province et ses difficultés au quotidien, ce qu'il peut ressentir et ce qu'il lit dans la presse. Ce décalage, il est très important. Et c'est pour ça que nous avons eu envie, on estimait que le champ était plutôt libre pour lancer cette proposition, le doc, sur Montpellier et sa région, parce que cette presse ne doit pas que s'enfermer en milieu urbain. Chez nous, il y a Sète, Lunel, Béziers, avec des enjeux assez fondamentaux. Jusqu'à Fréjus, vous êtes allé faire une très belle enquête sur le député local. On essaie d'élargir sur le Gard, sur l'Hérault, c'est Montpellier et sa région. Toujours dans un souci de remettre en cause les pouvoirs. Oui, c'est permis d'être irrévérencieux dans la presse. On n'est pas le journal des bonnes nouvelles. C'est permis d'évaluer les politiques publiques entre 2 élections municipales qui se déroulent tous les 6 ans. Voilà. Donc c'est notre ambition, c'est notre ADN et c'est pour ça que nous serons fortement présents sur les élections municipales et tous nos chiffres sont ouverts, même si, je le répète, c'est difficile, les journées sont longues, nous avons de petits moyens, mais tous nos journalistes, malgré qu'ils soient en freelance, comme on dit, pigistes, sont rémunérés. Je disais Fréjus et Vauvert, je voulais dire, je confonds toujours entre le Gard et le Vaucluse. Et en fait, quand même, il faut expliquer... Certains peuvent que savoir de quoi on parle, mais concrètement, ne pas se passer de pub au niveau local, c'est s'empêcher ce mécanisme terrifiant qu'on voit reproduit partout dans les différentes régions, du potentat local qui, dès qu'il y a un papier qui lui déplaît, coupe les pubs institutionnelles et qui, du coup, oblige les journalistes, en tout cas la direction du journal local, à venir manger dans la main, faire mea culpa ou ne pas sortir la prochaine enquête compliquée en échange de voir rétablir le budget pub. C'est ce que c'est. Manuel, alors vous êtes juste lancé il y a finalement assez peu de temps. Les petits nouveaux à Rouen et sa région et toute la Normandie. Comment s'installer le poulpe dans un écosystème où il y a déjà un grand titre de presse régionale? Comment on se démarque là?
Du coup, donc nous, juste pour faire un petit rappel, donc on s'est lancé en mai dernier, donc effectivement c'est tout récent. L'idée, voilà, c'est un petit peu comme ce qu'ont déjà dit les confrères ici présents, c'est de se démarquer un petit peu des principaux médias généralistes, qu'ils soient écrits ou radio ou télé, et d'apporter de l'exclusif et de l'enquête, chose qui effectivement aussi en Normandie manque quand même. Et donc voilà, donc le concept du Poulpe, il est là, on fait des enquêtes, une par semaine, plus des petits exclusifs comme ça au fil de l'eau qu'on arrive à glaner, et on essaye d'apporter une information que les autres médias aujourd'hui n'apportent pas sur le territoire normand, en particulier à Rouen. Alors, concrètement, comment vous êtes accueillis aujourd'hui au fur et à mesure, enfin, vous avez une expérience un peu différente en termes d'années de présence et d'implantation, mais comment ça se passe aujourd'hui avec les confrères, avec les pouvoirs locaux, qu'ils soient économiques ou politiques? Est-ce qu'on le ressent finalement assez concrètement, ce désir d'indépendance au niveau local? Est-ce qu'on vous le fait sentir qu'on n'est pas forcément les bienvenus? Qui veut dire un mot le premier? En ce qui concerne le Poulpe, par exemple, on est plutôt bien accueillis d'une certaine manière, en fait, dans le sens où les retours pour le moment sont assez positifs. On a pas mal d'institutions en fait qui s'abonnent au Poulpe, par exemple, parce que en fait, les gens des institutions, les élus, les grands élus, en fait, ils sont assez friands de ces informations-là aussi, qu'ils ne retrouvent pas en fait ou peu dans les médias traditionnels. Et donc, pour l'instant, les retours sont plutôt bons. Ça peut entraîner quand même quelques frictions sur certains sujets, des choses comme ça. Mais disons que l'accueil des pouvoirs, pour le moment, est plutôt bon. On n'a pas eu de gros clashs, de gros conflits, en tout cas en ce qui nous concerne. Et après, au niveau des confrères, pareil, les confrères sont plutôt aussi assez intéressés. Ils s'abonnent au Poulpe, ils viennent lire, parce que ça fait de la nouvelle information qui n'existait pas auparavant. Et donc... tout le monde est plutôt content pour le moment, en fait. Voilà. Pour chacun d'entre vous, ce qui est intéressant, c'est aussi, enfin nous on avait vécu ça au début de Mediapart, c'est aussi de bénéficier d'une des grandes joies journalistiques du numérique, c'est déjà de pouvoir écrire de façon moins contrainte et de pouvoir donner plus de profondeur à des sujets, là où la presse quotidienne régionale a tendance à se rétrécir de plus en plus en termes de format. Lisa, tu voulais intervenir? C'est vrai que sur l'indépendance, en fait, il y a une période un peu de lune de miel où c'est vrai que les pouvoirs locaux sont aussi contents qu'il y ait des gens qui viennent remuer le marigot. Et puis voilà, on a des confidences en off, on a des bonnes relations. Après, on rend compte, nous, au fur et à mesure du temps, que notre indépendance nous protège des attaques directes aussi. C'est-à-dire que les coups de fil que peuvent avoir les journalistes de PQR, de telle politique, pourquoi vous avez écrit ça, nous, on les a pas. En tout cas, pas des gens qui sont puissants ou quoi, parce qu'ils savent très bien qu'on répondait en disant « vous n'avez pas à me dire ça ». Et donc, on se rend compte que nous, on est dans une bulle. Et ces derniers temps, on a eu quelques petits échos qui nous font nous rendre compte qu'en fait, en dehors, les gens ne nous aiment pas du tout, mais que de façade, on a des très bons rapports. Donc en fait, on se rend compte que vraiment notre indépendance, le fait qu'ils n'ont pas de levier pour nous influencer, le coup de fil du lendemain matin en disant « je vais couper votre budget pub », ça n'existe pas. Donc, avec le temps, je pense que les relations se distendent un peu. Et ce qui peut, la réponse que peuvent trouver les pouvoirs locaux, c'est d'arrêter de nous parler, en fait. C'est la phase après la lune de miel. C'est on répond plus à vos questions. Voilà, silence radio. Et ça, c'est un vrai problème au niveau local parce qu'il y a un moment, on peut pas toujours détourner les murs. Et voilà, et c'est vrai que dans la campagne, la question, nous, on est très fiers de pouvoir faire cette campagne de façon complètement neutre, en tout cas dans la mesure de notre objectivité personnelle, mais en tout cas sans avoir à craindre pour nos budgets pub ou que sais-je. Oui, pas besoin de faire campagne pour l'un ou l'autre en disant que derrière, ça va sauver la santé financière du journal. Ouais. C'est ça, et on voit très bien que les journaux locaux en face n'auront pas ce luxe. Donc c'est là où aussi on va faire valoir notre différence et on va essayer... Donc de montrer que chez nous, tout le monde sera traité à la même enseigne. Très bien. Benjamin, toi tu succèdes à Montpellier, un de tes prédécesseurs avec qui on a travaillé un peu avant que le doc se crée, Jacques-Olivier Tessier, que je salue, qui animait Montpellier Journal. Lui avait d'énormes problèmes avec les confrères locaux, n'avait pas le droit, se faisait barrer par ses propres confrères à l'entrée des confs de presse. Toi, ça se passe comment avec le doc? Parce que j'ai vu en plus... la couverture des médias n'est pas absente du doc. Vous avez une très belle enquête sur l'état calamiteux aujourd'hui de Midi Libre, depuis qu'elle a été rachetée par la Dépêche du Midi. Comment ça se passe pour toi? Alors,
ça se passe de mieux en mieux. Je ne vais pas dire plutôt bien, mais de mieux en mieux. Au début, c'était assez compliqué, très très compliqué. Dans le microcosme de la presse, par exemple, on avait autant de confrères toulousains, la ville de Toulouse, la métropole de Toulouse faisant partie de la même région, que de confrères montpelliérains, ce qui pouvait quand même susciter un peu d'interrogation. Là, ça va mieux. On a fait notre preuve nos preuves sur le temps. Les relations avec politique aussi s'apaisent. Nous n'avons pas le problème qu'a pu rencontrer Montpellier Journal, qui a justement pu préparer le terrain à cette démarche de s'abonner pour avoir une information différente et de qualité. Donc il faut le remercier aussi. Après, à l'inverse de Mars Actu, il y a quand même de vieux réflexes. Alors qu'il n'y a pas de budget pub à couper, on reçoit quand même des coups de téléphone, des engueulades, mais je me demande, mais pourquoi? Quelle influence? Quel levier? Mais non, il y a quand même ce réflexe. Nous, on les reçoit quand même assez régulièrement, ces coups de téléphone, qui ne vont strictement rien changer. Mais c'est comme si ça faisait partie d'une forme d'ADN, d'une forme de logiciel de pensée. Voilà. Donc, il faut laisser passer. Après, il y a eu des périodes un peu plus compliquées, comme un maire, pourtant d'une commune relative, je vais la citer, la Grande Motte, qui en plein conseil municipal nous dit, comme on dit dans le Midi, nous allume en remettant en cause notre audience, notre faible audience, parce que oui, on n'est pas là pour faire du clic, oui. Par contre, on a de plus en plus d'abonnés et on a de plus en plus aussi d'impact. Mais il y allait franco sur des éléments erronés, et notre tort, nous avions eu simplement révélé en amont un document qui sera public par la suite, qui est la gestion de sa commune étudiée par la Chambre régionale des comptes. Simplement ça. Voilà, voilà, des méthodes, mais je crois que Jacques aussi s'est fait aussi un petit peu chahuté par le politique. Si vous voulez, comme il y a globalement peu, en tout cas pas assez d'investigation locale, vous imaginez bien que les décideurs locaux, ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on gratte autant qu'on le fait. Donc nous, quand on a débarqué, la première réaction, c'était la curiosité et un petit peu la crainte. Anecdote, au conseil départemental de Haute-Garonne, puisqu'on est présent notamment à Toulouse, la consigne, c'était « Attention, c'est le Mediapart local qui débarque, on ne lui parle pas ». Ça, c'était la consigne à tous les agents. Le danger numéro 1, c'est le mutisme. Et Lisa le disait. C'est-à-dire que nous, enquête après enquête, il y a des frictions. Et donc, la réaction, c'est on se recroqueville. C'est-à-dire on ne dit plus rien. On est collectivité publique, on a un devoir d'information auprès du public et on ne communique plus rien auprès de Médiacité. Ça a été le cas, par exemple, et on est toujours en difficulté avec la métropole européenne de Lille. Pourquoi? Parce qu'on a épinglé le président qui usait de frais. Il faisait passer en fait des frais personnels, des frais de vêtements, des frais de voyage, des frais de restaurant sur les comptes de la collectivité, alors que ça n'avait rien à voir avec l'exercice de sa fonction. Vous imaginez qu'il ne nous aime pas, d'accord? Sauf que ça fait déjà 2 ans que ça dure. Et quand on leur demande une info factuelle sur, je ne sais pas moi, l'artificialisation des sols, sur des données publiques qui devraient être publiques, on n'a plus rien. Donc vous voyez bien qu'on est dans un pays à faible intensité démocratique, pour reprendre l'expression de Fabrice Arfi. Donc quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas sain. C'est-à-dire qu'on vient bousculer l'entre-soi, on vient bousculer un phénomène de réseau. Donc les portes se ferment, mais nous, on constate aussi qu'il y a des gens qui nous saisissent. Et on a mis en ligne, il y a un peu plus d'1 an, un outil qui est une plateforme anonymisée, sécurisée, qu'on a appelée lanceur d'enquête. Et on est très surpris par le nombre de sollicitations par ce biais. On est à plus de 200 signalements. Il y en a qu'on ne peut pas traiter, il y en a qui ne sont pas très intéressants, mais 200 signalements, on est surpris nous-mêmes par l'utilité. Donc vous voyez bien que quand des portes se ferment, des fenêtres s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des citoyens, qui disent « ils font le job ». On va les aider, on va leur filer l'info, mais on ne veut pas se mettre en danger, donc on va passer par cette plateforme sécurisée. Donc c'est pour ça que je pense que les choses vont se rééquilibrer et que si on fait notre job, juste notre job, on n'est pas au tir au pigeon, on a la distance critique nécessaire, qu'on a trop souvent oubliée, notamment en presse locale, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Si on fait notre job, si on est factuel, si on n'est pas dans le commentaire,
à mon avis, ça va se rétablir. C'est en tout cas le vœu que je fais, et on le fera avec l'aide du public, parce qu'il a bien compris la démarche. Avant de parler du public, Benjamin, oui, tu veux rajouter quelque chose? Très rapidement, sur l'avancée de nos titres de presse, là je vais plutôt parler pour le doc, mais merci aussi à Mediapart, parce que ce partenariat, il nous a donné de la notoriété et de la crédibilité. Pourtant, et c'est pas contre Mediapart que je dis ça, mais comment ça se fait que les mêmes informations ont moins de poids, alors que si elles se retrouvent sur Mediapart, d'un coup, ça devient la panique générale. Alors on peut le comprendre, évidemment, l'audience, etc. Mais alors que nous faisons travailler des journalistes qui collaborent aussi en tant que pigistes pour d'autres titres très sérieux, qui ont fait leurs preuves pour la presse nationale, sur le doc, même si c'est dur de faire émerger une nouvelle marque dans un paysage sclérosé, d'un coup, là, il se passe ce phénomène-là, on gagne en crédibilité. Donc, tant mieux, c'est juste dommage, et j'en profite pour vous remercier. Au niveau de... Jacques, tu es directement concerné, enfin, en tout cas récemment concerné. Autant la pub, on ne peut pas jouer sur ce levier-là, il reste toujours cette crainte, et on l'a aussi bien connu, et je parlais de Jacques-Olivier Tessier, Montpellier Journal en a été une des victimes notamment. Il y a aussi l'arme judiciaire qui peut devenir dangereuse. Vous, comment... je ne sais pas si Mars Actu a déjà eu maille à partir avec la justice sur le sujet. Oui, mais pas récemment en fait. On a eu un procès pour le premier article de notre lancement en tant que média indépendant. Voilà, c'était un cadeau de bienvenue. Mais on n'a pas du tout eu à en souffrir. Enfin, on a gagné, entre guillemets. Donc non, globalement, en fait... Déjà, bon, il faut du pouvoir pour attaquer des journalistes, et puis aussi il faut accepter le poids symbolique que c'est. Et jusqu'à présent, on a eu des menaces, mais on n'a pas vu d'huissier au cours des dernières années, donc tout va bien. Parce que Jacques, toi, pour le coup, tu as eu des rendez-vous récents en justice. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est une expérience de vie, une mise en examen. Donc, en gros, vous êtes convoqué au TGI, au tribunal de grande instance, en l'occurrence de Toulouse. Donc, vous devez faire le déplacement. Moi, j'habite Paris. Jusqu'à Toulouse, vous devez vous faire assister par un avocat. Donc, c'est des frais, c'est de la fatigue. Et alors, le gag, si je puis dire, c'est pas un gag, c'est la justice. Hein, c'est qu'on est mis en examen pour diffamation par deux surveillants de prison dont on a dit qu'ils étaient fichés par la police nationale, et plus exactement la section antiterroriste de la police nationale, parce qu'ils sont suspectés de radicalisation islamiste à caractère terroriste. Donc on dit ça, et on dit que l'administration pénitentiaire est bien en mal de gérer ça, puisque la suspicion ne fait pas la culpabilité. Donc ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent qu'observer et craindre que ça ne se dégénère pas. On a pris soin, parce que l'idée, ce n'était pas de dire de qui il s'agissait, de dire qu'il y avait un problème, donc on a pris soin de cacher les noms. Et pourtant, les deux surveillants, parce qu'ils s'estiment reconnaissables, notamment par leurs collègues dans l'article, attaquent pour diffamation, pour atteinte à l'honneur et à la réputation. Voilà. Je pense que ça devrait bien se terminer, mais c'est aussi ça le quotidien d'un journaliste d'investigation, c'est-à-dire répondre à des convocations de la justice pour des faits douteux. Voilà, et c'est de l'argent, c'est des fatigues, et c'est ça aussi à quoi on a affaire. Et je dis souvent qu'avant même d'avoir un abonné, quand on a créé Médiacité, on avait déjà 12 000 € de dépenses pour notre avocat, parce qu'on lui a pris un forfait all inclusive, comme on dit en bon français, qui couvre l'ensemble des dépenses, parce qu'il fallait un filet de sécurité. On a un très bon avocat, je profite pour le citer, c'est maître Vincent Filola. Et il est tellement à fond dans le projet qu'il a dit « mais vous ne recourez pas assez à mes services, donc je diminue mon forfait et je coupe de moitié ». Donc quelque part, il est embarqué dans l'aventure et je le remercie. Mais il faut vraiment se protéger parce que l'information est une arme. Et quand vous attaquez des puissants, le retour de flamme, il est immédiat. Et nous, on est tout petits. Donc c'est très très facile de tuer dans l'œuf ou d'essayer de tuer dans l'œuf un média comme nous autres. La meilleure riposte étant effectivement de toujours faire... preuve de sa bonne foi et de son honnêteté journalistique dans l'écriture, et qui fait qu'on peut se faire attaquer. C'est pour ça qu'on devrait bien s'en sortir, parce qu'on a été prudent et l'enquête est sérieuse. Voilà. On parlait des lecteurs.
J'imagine aussi que dans cet écosystème, enfin en tout cas, si on continue à utiliser le miroir avec nous, Mediapart, au début, c'était un des principes, un des fondamentaux qu'on voulait défendre le plus, c'est-à-dire, en gros, avec le numérique, va pouvoir être permis le fait qu'on redescende un peu de notre piédestal, nous, journalistes, qui surplombons et qui donnons des leçons, et là, au moins, on se remet à égalité avec un commentaire direct. C'est plus le courrier des lecteurs qu'on pouvait mettre à la poubelle quand on était tranquillement assis en presse écrite. Là, on a les commentaires directs et on est obligé d'y répondre et de tout de suite répondre aux interpellations. Au niveau local, comment on gère cette proximité avec les lecteurs? Je sais que de l'Agora de Mars Actu qui mobilise les lecteurs à diverses rencontres. Enfin, quelle est l'approche justement en proximité de vos pure players respectifs? Alors pour Mars Actu, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur, et ça c'était la volonté de mes collègues qui ont repris le titre en 2015, de s'insérer dans le débat public, c'est-à-dire de pas, comme tu le dis, de pas être en surplomb et de prendre en compte le fait qu'aujourd'hui tout le monde a un avis à donner. Et c'est vrai que le Mars Actu gratuit d'avant, celui qui avait encore de la publicité, était croulé sous les commentaires. On avait des articles à plusieurs centaines de commentaires et le site était aussi connu pour ses articles que pour être un forum de discussion. Donc ça, c'était dans l'ADN et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Donc on a en effet, comme tu le disais, l'Agora, qui est un peu la petite sœur du club de Mediapart, sur le même principe, avec des billets de blog, et notamment, et aussi donc les commentaires. Et on essaye aussi de s'insérer dans le débat public en créant, ça fait plus d'1 an, bientôt 2 ans qu'on fait ça, des débats dans un théâtre marseillais. Et c'est vrai que Marseille est assez particulière là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un manque de débat public. Et on s'est rendu compte que on fait guichet fermé à chaque débat sur des thématiques qu'on traite dans nos articles, qu'on étaye avec des articles et on traite ça on fait des débats journalistiques, donc avec du contradictoire. On n'est pas entre copains pour être tous d'accord. On est sur des faits, on invite des spécialistes, on invite des responsables politiques et le journal descend dans la rue autant qu'il est sur les réseaux sociaux. Le risque, c'est toujours, bien sûr, de rester dans une petite communauté, comme quand on dit Twitter n'est pas la France, Facebook n'est pas la France. Les débats de Mars Actu qu'on fait tous les mois, qu'on va continuer d'ailleurs intensifier, même pour les municipales, c'est pas tout Marseille, c'est sûr. Mais c'est une façon qui est très agréable en plus en tant que journaliste. Aussi de partager des expériences, partager des infos, de créer du débat. Ça aère aussi un journal d'investigation qui peut être parfois un peu aride. Donc c'est vraiment... on essaye de trouver notre place dans la cité et jusqu'ici, ça fonctionne. Il y a une demande. Manuel, Benjamin, comment ça se passe Alors nous, c'est un petit peu différent justement de Mars Actu dans le sens où on n'a pas d'espace participatif, type le club. Par contre, on a fait le choix en fait de pas avoir de commentaires sur les articles et sur le site directement, mais après on a tous les commentaires et les interpellations qui peuvent arriver via les réseaux sociaux auxquels on répond à partir du moment où c'est des messages ou des pensées plus constructives, si je puis dire. Après, par contre, on organise et on va continuer à le faire à l'avenir des rencontres physiques, c'est-à-dire où on se déplace sur le terrain et on propose aux gens de venir discuter avec nous sur leur regard sur le média, sur leurs critiques, leurs idées, Et c'est aussi important, effectivement, d'avoir ce lien-là. Nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que on a quand même beaucoup de... on sent qu'il y a vraiment une appétence très importante en fait en Normandie et en particulier à Rouen de gens qui aujourd'hui sont frustrés d'un point de vue médiatique par rapport au paysage actuel, avant que le poulpe arrive, et que donc il y a vraiment un espace et qu'il y a une volonté d'avoir des médias alternatifs avec lesquels ils peuvent communiquer, on peut échanger, on peut se rencontrer et qu'ils soient sur des formats différents de la PQR, pour reprendre l'expression que tu citais tout à l'heure. Quelque chose me dit que vu ce qui s'est passé récemment à Rouen, cette appétence du débat et de la transparence et de l'expression citoyenne va continuer. Exactement. J'en profite pour renvoyer aux articles que nous avons coproduits ou écrits chacun de notre côté et qu'on s'est échangé sur Lubrizol avec Jadine Garde, Pascal Pascarello de Mediapart et toi Manuel et Gilles pour le poulpe. Benjamin à Montpellier aussi, c'est grosse culture du débat du doc. Ah oui, parce que... Effectivement, il ne faut pas s'enfermer, même si le numérique offre énormément d'avantages.
Il ne faut pas s'enfermer dans ce qu'on appelle la webosphère. Il faut aller à la rencontre du public, de nos lecteurs. Et puis, non, ça rend humble. Donc, une fois par trimestre, on organise des apérodocs. Généralement, structurés toujours de la même manière. L'actualité d'un média émergent. Là, on raconte où on en est, on essaye d'en dire le maximum pour faire de la pédagogie sur la construction d'un nouveau média, son ambition. En deux, les dessous d'une enquête qu'on va formaliser maintenant par le format de la vidéo, où un journaliste raconte voilà, comment il a travaillé, les difficultés qu'il rencontre. Parce qu'on s'aperçoit que notre métier manque de pédagogie sur son travail au quotidien et que le journalisme suscite énormément d'interrogations. Donc, on essaye d'y aller le plus franchement possible. Et puis à la fin... C'est ça. Beaucoup de convivialité quand même, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, tout en étant le plus rigoureux possible. Et puis après, un débat d'intérêt public, dans le prochain, sera le 6 novembre, sur les enjeux des municipales au hasard. Alors avant de venir sur les municipales, Jacques, il y a aussi Médiacité à développer aussi des initiatives originales en matière de participatif. Oui. En fait, sur l'idée du participatif, il faut juste faire un retour en arrière et voir d'où on vient. Moi avant de cofonder Médiacité, j'étais salarié de l'Express. Et l'Express, c'était la culture magazine, et la moitié des recettes, c'était la publicité. Et on a vu surgir progressivement, au fur et à mesure où ça devenait difficile, économiquement, des rubriques dont on se demandait pourquoi elles étaient là. Il y avait, je ne sais pas, lors du trophée Lancôme, compétition de golf, il y avait 50 pages sur le golf. Et il y avait des rubriques montres avec des montres à des dizaines de milliers d'euros. Donc, quelque part, on tournait le dos au public. Quelque part, on se foutait de lui. Et on s'intéressait à l'annonceur. Et ça, c'était la tendance du papier glacé et de la culture mag. Et donc, quelque part, on a le revers de la monnaie. C'est-à-dire que c'est pas respectueux. Donc nous, médias, Internet de proximité, il faut qu'on construise une relation de proximité. Et on a cette chance d'être ancré sur le territoire. Et en plus, on est sur un positionnement de temps long, d'enquête, d'investigation, de révélation. Les gens, ils ont envie de savoir qui on est, pour qui on roule, si on est sérieux. Donc ils veulent nous voir, ils veulent nous sentir. Et ils veulent parler avec nous, ils veulent comprendre comment ça marche. Il y a une méconnaissance crasse du fonctionnement journalistique. Et une partie de la défiance qui s'exerce à l'encontre de notre profession vient de là. Donc il faut qu'on travaille avec eux, donc aller à la rencontre des événements, mais aussi, et là on y travaille, et je réponds à ta question, essayer de travailler intelligemment sur l'éditorial avec eux. On a lancé une expérimentation qui est géniale, qui est en cours, elle n'est pas terminée, sur ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement des centres-villes. C'est quand même un thème un peu abstrait, un peu théorique. Et puis on a dit, voilà, sur ce sujet, qu'est-ce que vous avez envie de lire? Très ouvert. On a eu 122 contributions. Et quand je dis contribution, c'est pas allez-y les gars, c'est super, c'est nourri. C'est venez dans mon quartier, il se passe ça, je voudrais comprendre comment on peut juguler le phénomène, est-ce que vous pouvez regarder à l'étranger, etc., ce qui se passe. Voilà. Et donc, du coup, on a bâti un programme éditorial, une sorte de feuilleton, qui paraîtra en décembre sur la gentrification. Et l'idée, elle est venue du public. Donc là, le genre de choses qu'on peut faire avec eux. On a plein d'idées encore, c'est très difficile à monter parce que ça nous oblige à changer de culture. On était sur notre piédestal, on était les sachants, donc on délivrait un savoir, et maintenant il faut qu'on se nourrisse aussi. On reste prescripteur parce que c'est un métier, c'est nous qui devons hiérarchiser, choisir, vérifier, mais il faut qu'on le fasse avec l'écoute du public. Un jour, si on y arrive, on aura un vivier fantastique d'experts parmi nos abonnés. Si on arrive à les associer, on pourra enquêter beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Nous, on travaille sur des problèmes, par exemple, d'optimisation fiscale. Si dans nos abonnés, il y a un avocat fiscaliste, il faut qu'il travaille avec nous. D'accord? Donc, on sent qu'il y a un potentiel incroyable si on arrive à nouer une relation forte, y compris sur le plan éditorial. Et je pense qu'on peut aussi le faire sur le plan financier. Un peu comme vous l'avez fait avec la Société des Amis. Nous, on a une Société des Amis et je pense qu'il y a des gens qui sont sensibles à nos valeurs et qui veulent rentrer dans la gouvernance de l'entreprise et qui sont des petits copropriétaires. Hein, c'est l'esprit coopératif, si vous voulez. Et donc, sur tous ces aspects, je pense qu'on peut bâtir des sociétés plus démocratiques de presse, plus participatives. Et ça, c'est dans l'air du temps. Et ce n'est pas par hasard qu'on parle de participation, de démocratie participative. Et nous, à l'échelle de nos entreprises de presse, il faut aussi l'appliquer. C'est tout le mal qu'on se souhaite à nous tous. Et c'est tout ce qu'on va essayer de construire ensemble pour les municipales qui arrivent, puisque
on va essayer, nous à Mediapart, de continuer à donner, à voir l'excellent travail que vous faites tous en profitant de l'élection municipale pour donner à lire votre travail, le coupler avec le nôtre, parce que, comme vous l'avez bien compris, on partage beaucoup de valeurs communes. À cette occasion, c'est mon moment promo. Jacques, tu as envie de dire quelque chose, mais dépêche-toi parce qu'on va bientôt devoir rendre l'antenne. Non, mais c'est parce que sinon je vais me faire engueuler par mes coéquipiers. On prépare un manifeste pour une démocratie locale réelle. On a une batterie de 25 mesures pour que ça se passe mieux, parce que ça dysfonctionne, en fait. Et c'est une partie de la défiance du public par rapport à la démocratie, cette fois-ci, qu'on veut traiter. Donc on va lancer ce manifeste la semaine prochaine, et du coup je voulais profiter de l'occasion pour le dire. Et on retrouvera ce manifeste, bien entendu, non loin de Mediapart. Je sens que Benjamin va aussi dire quelque chose, il reste 10 secondes. Donc si on est dans les annonces, le fil rouge du doc, ce sont les lecteurs qui vont prendre le pouvoir et voter pour la thématique qui apparaîtra dans notre nouvelle rubrique, le fil rouge du doc pour les municipales. C'est lui qui choisit la thématique et à nous d'aller investir le champ journalistique en fonction de la thématique que les lecteurs du doc auront choisi. Plein de bonnes choses à venir dans les colonnes de Mediapart, de ses partenaires.